Henri Guénaud a prévenu. À Deauville, jeudi prochain, le G8 discutera nucléaire, révolutions arabes, régulation de la toile, processus de paix au Proche-Orient, mais de finances, il ne sera pas question. Ça concerne le G20, précise le Sherpa élyséen. Peut-être n'y a-t-il pas urgence. Nul ne sait en effet quand la bombe à retardement de la dette publique américaine va exploser. Il y a une semaine, jour pour jour, le secrétaire d'État américain au Trésor, Timothy Geithner, annonçait que la dette fédérale avait atteint le plafond légal fixé par le Congrès des États-Unis, 14 294 milliards de dollars. Théoriquement donc, les États-Unis sont en défaut de paiement depuis une semaine. Faute d'accord avec le Congrès pour relever une nouvelle fois le fameux plafond de la dette, le Trésor américain en est réduit à des manipulations comptables pour continuer à payer ses fonctionnaires. Les caisses de retraite, elles, ont provisoirement cessé d'être approvisionnées. Depuis 3 ans, le déficit public américain tourne autour des 10% de PIB l'an. Dans le récent Fiscal Monitor du FMI, on découvre que la situation financière des États-Unis, comme celle du Japon du reste, est pire que celle de la Grèce et du Portugal. Pourquoi les pénibles sacrifices imposés à ces derniers sont-ils épargnés aux États-Unis ? Eh bien parce que leur monnaie est en position dominante et qu'ils s'en servent pour exporter chez les autres l'inflation qu'ils ont déclenchée. D'où la hausse spectaculaire des prix des matières premières et des sources d'énergie, les marches de la faim, les révolutions arabes, etc. Cette inflation, les États-Unis l'ont provoquée en effet en arrosant l'incendie de leur crise avec des hectolitres de liquidités. Qu'on en juge, la Fed prête à des taux négatifs, incitant ainsi les spéculateurs à soutenir les cours de la bourse. Au titre des mesures non conventionnelles dites de quantitative easing, la même Fed a racheté à 2 reprises des milliards de bons du Trésor américain, de manière à faire baisser artificiellement les rendements exigés. Mais comme on sait depuis l'Allemagne de Weimar, l'inflation est la seule ressource des États qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Ils effacent ainsi l'ardoise en pratiquant l'euthanasie du rentier, comme disait Keynes. Et d'ailleurs, pourquoi pas, suggèrent certains commentateurs qui verraient dans le procédé une manière d'annuler les créances que les vieux riches et dépensiers détiennent sur le travail à venir des jeunes pauvres. Eh bien, beaucoup de questions pour ce débat de ce soir dont le titre est, je le rappelle, les Américains exportent-ils leur inflation ? 2 invités pour en parler. Édouard Tétrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Mediafin. Vous enseignez également le management en temps de crise, et ce, à HEC. Nous avons en duplex depuis Aix-en-Provence André Cartapanis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes économiste. Vous enseignez-vous à Sciences Po Aix et vous présidez l'Association française de sciences économiques. Alors commençons par une citation du toujours très bien informé Patrick Artus, qui dans sa note mensuelle pour Natixis, celle du mois dernier, écrit « Nous sommes passés en Europe et aux États-Unis d'une dynamique de désinflation 1982-2008 à une dynamique de réinflation à partir de cette année 2011. Qu'en pensez-vous, Édouard Tétrault ? Oui, alors ça, c'est la réinflation. Pourquoi pas ? Parce que c'est l'inverse. La déflation, c'est une mauvaise chose. C'est la baisse des prix, contraction de l'activité économique. Mais il faut quand même se demander, après la crise de 2008, si on n'est pas en train de guérir le mal par le mal et de soigner une cure, soigner un phénomène d'excès d'endettement avec davantage encore d'endettement, de déficit, etc. Et c'est vrai que dans mon livre là que je viens de sortir, « Quand le dollar nous tue », aux éditions Grasset, ma thèse, c'est bien celle-là. Après 3 années que j'ai passées aux États-Unis, je vois que la machine à produire des dollars et à exporter de la crise qui sont devenus le Trésor américain et la Fed marche à pleine volée. Vous avez aujourd'hui un déficit américain de 1500 milliards de dollars attendu pour cette année. Vous avez le quantitative easing, c'est 600 milliards de dollars de monnaie qui a été imprimée. Alors on se paye beaucoup de mots. Quantitative easing numéro 2, c'est comme le titre d'un film, ça fait chic. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que M. Bernanke, un jour, a dit écoutez, je vais m'auto-créditer de 600 milliards de dollars sur mon compte en banque, le compte en banque de la Fed,
Et à partir de là, j'appelle Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, BNP Paribas aux États-Unis, etc. Et je leur dis, les gars, je vous achète ce que vous voulez. Vos obligations du trésor, vos dettes produits que vous avez du mal à vendre, je les prends dans mon bilan. En échange, je vous donne du vrai cash. Alors les banques disent, chiche, d'accord, elles y vont. Et après, en théorie économique classique, ce qui aurait dû arriver, c'est que ce bon cash, grâce aux banques, repartent dans l'économie réelle, repartent pour des prêts vers les ménages, vers les entreprises, les collectivités locales. C'est pas du tout ça qui est arrivé. Cet argent est parti directement, et en tout cas essentiellement, alimenter la spéculation. Je démontre dans mon livre, en particulier la spéculation sur les matières premières agricoles et pétrolières. On va peut-être Donc, il y a des conséquences qu'on connaît sur des crises alimentaires qui sévissent régulièrement dans certains pays en voie de développement. Vous voulez bien préciser ce point ? Absolument. Alors, il y a des économistes, notamment américains, Paul Krugman, pourtant prix Nobel, des économistes un peu farfelus qui disent tout ça, c'est la faute au mauvais temps. Vous voyez, une mauvaise sécheresse ici, une mauvaise récolte ici, une sécheresse là, c'est la faute au mauvais temps. Ou encore, et c'est à cause de la Chine, de l'Inde. Baliverne que tout cela. Baliverne parce que la pression qui est réelle en demande de la Chine et de l'Inde existe, mais elle a été anticipée depuis longtemps par les marchés. Le fait nouveau générateur de cette volatilité extrême sur les prix des matières premières, c'est l'excès de liquidité qui tout d'un coup est venu se loger sur ces marchés. Je suis trop long, je prends un exemple qui est le marché de l'argent. Le régulateur, à un moment, s'est dit, la matière première, s'est dit, oh là là, ce marché est en train de flamber, on va demander aux spéculateurs de mettre... J'aime pas dire trader, appelons un chat, les spéculateurs. Demandez aux spéculateurs, dire, mettez davantage d'argent en dépôt, de cash en dépôt, quand vous voulez spéculer sur la matière argent. En 3 jours, le prix de l'argent a baissé de 28%. Ça, c'était il y a 10 jours. Et c'est ce signal-là qui a commencé à faire chuter le prix des matières premières et agricoles. Si vous voulez, qu'est-ce qui inflate de façon extrême le prix des denrées aussi vitales ? C'est l'excès de dollars qui doit bien se loger quelque part et qui se loge dans ces compartiments. André Kartapanis, alors que dites-vous de ce constat, d'un dollar en trop grande quantité, un dollar qui donc est une véritable infection pour l'économie mondialisée? Alors, je crois d'abord qu'il faut rappeler le contexte dans lequel ce type de politique a été mené. La crise qui s'est déclenchée au mois de septembre-octobre 2008 a été interprétée comme étant, du point de vue de ses conséquences, aussi graves que celles que nous avions observées dans les années 30. Et dans les années 30, la réaction des banques centrales avait été strictement symétrique par rapport à celle que nous avons connue, puisque les banques centrales avaient très vite mis en œuvre des politiques, au contraire, de restriction monétaire, de déflation, d'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, fort de cette expérience qui, évidemment, a créé une récession qui s'est développée pendant 5-6 ans, les banques centrales ont réagi extrêmement vite en injectant des masses et des masses de liquidités, en particulier dans la période la plus grave, au cours de l'automne 2008, où on était dans ce qu'on appelait une crise de liquidité bancaire, et où il fallait absolument injecter cette liquidité pour pouvoir sauver non seulement les banques, mais surtout les systèmes de paiement. Et cela s'est opéré d'une manière relativement coordonnée, autant en Europe qu'aux États-Unis, au Japon, la Banque d'Angleterre, enfin toutes les grandes banques centrales ont mené le même type de politique. Alors évidemment, aujourd'hui, on se retrouve à la fois avec, en quelque sorte, l'addition de ces politiques d'injection de liquidités, et puis ensuite des politiques menées, notamment des deux côtés de l'Atlantique, relativement différentes. Puisque en Europe, on a décidé maintenant de tenter d'ajuster les économies, de réduire ces liquidités, et en revanche, aux États-Unis, l'objectif de croissance reste absolument déterminant, et donc la solution qui a été définie tant par le Trésor que par la Banque centrale américaine, la Fed, c'est à la fois d'injecter des liquidités et de favoriser la baisse de la valeur de la monnaie américaine sur le marché d'échange.
Effectivement, avec cette avalanche de liquidités injectée par la Fed depuis 3 ans, il fallait s'attendre à une baisse du dollar. Et tout simplement, la monnaie américaine a déjà perdu 17% en 10 mois face aux autres monnaies du monde. Il faut d'ailleurs souligner que le dollar n'est pas le seul, puisque la livre sterling aussi a dégringolé de manière spectaculaire et relativement passé inaperçue. Édouard Tétrault, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là pour les économies européennes qui, elles, n'ont pas connu, enfin la BCE n'a pas joué exactement le même jeu, même s'il y a eu un petit peu de quantitative easing, on l'oublie, mais enfin la BCE aussi a racheté des bons du Trésor pour soutenir les économies européennes, mais enfin pas du tout au même rythme. Alors est-ce qu'il n'y a pas un rythme de dissymétrie entre des Américains qui inondent le marché, le monde de dollars qui cherchent à spéculer, et puis la politique beaucoup plus prudente de la BCE qui provoque, disent certains, une croissance relativement faible, en tous les cas, dans les économies du Sud. Absolument, et c'est d'ailleurs ce que je crois souligner tout à l'heure André Cartapanis. Il y a un moment où lorsqu'il y a eu urgence, les banques centrales ont plutôt bien joué leur jeu, d'abord de façon très coordonnée face à la gravité de la crise d'octobre 2008. Effectivement,